Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, nous sommes dans le lupanar des dieux. J'affirme sans complaisance que l'œuvre de Savannah Savary va grandement contribuer à renverser de vieilles murailles académiques et à ouvrir ainsi une nouvelle voie littéraire où l'écriture surgira spontanément, sans masque, sans tricherie, sans hypocrisie ni faux semblant, comme une fabuleuse quête de liberté, d'absolu, d'imprédictible et d'intangible. Je parle dans la bouche de Franck Etienne, qui a signé la préface de Miel et Rapadou. Madame est et sur le livre et en face de moi pour cette émission spéciale tournée au creuset des nuits de Saint-Domingue. Pour une fois, dans ma fenêtre, il fait noir. C'est la nuit. Madame, est-ce que vous apportez beaucoup de nuit en vous? Surtout le mystère. Surtout le mystère est dans le creuset saint-domingois. Ces nuits chaudes où le colon se réveillait, moite de sueur et de cette envie d'une esclave. Ou encore la maîtresse était follement amoureuse de son nègre, alors que ça allait à l'encontre de tout ce qui était Saint-Domingue, cette société construite sur la couleur de l'épiderme. Est-ce que vous écrivez la nuit? Non, je vais te tutoyer. Est-ce que tu écris la nuit? Ça va créer, à mon avis, une meilleure intimité. Je dois dire que ce livre a été écrit en majorité la nuit, ou du moins la journée, ma fenêtre était fermée et ma porte fermée aussi. J'étais tout à Saint-Domingue et à ces personnages que j'ai créés pour la plupart, que j'ai nourris et qui me manquent aujourd'hui, alors que je les livre à la gourmandise du public, j'espère. Mais pourquoi Saint-Domingue? Je suis une passionnée d'histoire. Et qui dit Haïti, dit Saint-Domingue, ce creuset qui a bercé la société haïtienne d'aujourd'hui. Ce creuset américain, amérindien, européen, africain, qui a contribué à faire de l'haïtien ce qu'il est. Et nous n'avons pas gardé le meilleur de ces trois parties. J'ai écrit ce livre en majorité la nuit et je dois dire qu'ils m'ont inspiré. Quand tu dis « ils », tu veux parler de ces personnages-là qui ont créé Saint-Domingue, qui ont fabriqué la vie qu'il y avait à Saint-Domingue? Je suis convaincue que celui qui écrit, celui qui a mission d'écrire, humblement, je pense que c'est mon cas, celui qui a reçu le don d'écrire, est tout simplement un canal. Il est utilisé pour dire la vie des autres. Et ces mots deviendront vérité. Ce qu'on lit, c'est ce qui reste. Et je demande à mes personnages de me pardonner si jamais j'enfreins leur vérité. Des noms n'ont pas été changés. Des noms des grands potentats de l'époque. Mes personnages sont imaginaires. Peut-être qu'à travers ces personnages, je cherche encore Savannah Savary. J'aime beaucoup l'idée que l'écrivain serait un canal. Est-ce que dans ta vision de l'écrivain, c'est un être habité, c'est un être qui n'est jamais seul? L'initiative de l'écriture ne relève pas de sa seule subjectivité. Claire Meille, dans le culte vaudou, je pense, est connue pour être celle qui inspire. Encore,
je peux aller encore plus près de ma vérité. Mhm. Lorsque j'ai décidé d'écrire Monsieur Langlois, du vaudou haïtien et du catholicisme importé, qui est le chat, qui est la souris, je me rappelle avoir demandé la permission. Et bizarrement, j'ai écrit cet article en 3 semaines, la nuit, jusqu'à 2h, 3h du matin. Et je leur ai dit que je ne serais que leur messagère. D'après le... Enfin, je vais utiliser un mot anglais, pardonnez-moi, le feedback que j'ai eu de cet article. Je pense que le message est passé. Je pense que quelque part, ce cheminement dans l'histoire a pu ouvrir des portes de vérité. On sent que tu es, Savannah Savary, une passionnée de l'histoire. Et l'histoire traverse Miel et Rapadou. Mais ton recueil, c'est Miel et Rapadou. Est-ce que ça fait écho à ta vision de l'histoire? Est-ce que pour toi, l'histoire, c'est du miel, c'est du rapadou? C'est à partir de là qu'on peut trouver des ressources pour construire le présent, à partir de ce miel, de ce rapadou historique? Je vois ta question sous 2 aspects, si tu permets, Angelo. L'histoire doit être dite à travers des fenêtres pour plaire au lecteur. Et c'est en ce sens que j'ai choisi des nouvelles historico-érotiques. C'est rester le plus près possible, le plus proche de l'histoire événementielle, mais en même temps, permettre à cette part d'humanité en nous de faire surface, la partie charnelle. Cette part que beaucoup veulent ignorer ou tentent d'ignorer quand on ne peut pas l'ignorer. Et quoi de plus, ça nous fait vibrer, quoi de plus extraordinaire que la passion, l'amour, la luxure, le libertinage, on le donnera... La vie charnelle. Voilà, merci. Quoi de mieux pour rentrer dans l'histoire de Saint-Domingue, dans nos antécédents? C'est en cela que je trouve ta démarche particulièrement originale et extraordinaire. L'histoire officielle apprise exclut le corps. Voilà. Voici donc un recueil de nouvelles qui traite de Saint-Domingue et qui dit, attention, à Saint-Domingue, il y avait des corps. Oui. Et ces corps étaient en contact. Oui. Là, nous rentrons. L'histoire d'Haïti, pour les enfants haïtiens et même les adolescents qui l'apprennent, se résume finalement à une galerie de têtes de présidents. Une galerie de têtes d'hommes. Il est monté au pouvoir, voilà ce qu'il a fait, voilà comment il est parti, voilà comment on l'a fait partir. Mais rentrer vraiment dans toutes ces pages que je découvre en faisant des recherches, je pense que pour moi, ça a été une révélation, ça a été une mission et c'est un honneur que de l'offrir à mes lecteurs. Voilà l'autre Saint-Domingue dont on n'a pas parlé dans les livres d'histoire. Voilà ces colons, ces hommes de couleur, ces femmes de couleur, ces blanches, ces bossales, ces nègres créoles. Finalement, oui, l'esclavage, c'est l'horreur absolue, mais ces gens ont vécu l'approche charnelle de 1000 manières. Donc, ce qui fait que l'esclavage n'a pas pu escamoter la libido des acteurs saint-domingois. Nous sommes issus, justement, de ce, je peux dire, de ce choc des races, les mélanger. Les hommes, les femmes de couleur, cette nouvelle race, je dirais, que peut-être les dieux se sont plu à créer en Amérique. Haïti, cette terre d'insolence, cette terre d'abondance, peut-être qu'un jour les dieux se sont réveillés et se sont dit, tiens, nous sommes fatigués de tout ce qui se passe en Europe, les grands se battent, nous allons mélanger les races. Et les dieux, peut-être, ont dit, bon, il faut un moteur à ce mélange, l'esclavage. Ouais. Mais dans ce mélange des races, je voudrais interpeller ton histoire personnelle et ton rapport à la vie, à l'existence.
L'amour n'existe que la nuit, Grand'Anse, Saint-Domingue, 1778. Est-ce que tu te considères comme une personne qui aurait pu vivre dans la Grand'Anse à Saint-Domingue en 1778? Te sens-tu une existence saint-domingoise? Angelo, j'ai vécu à Saint-Domingue. Tu as vécu à Saint-Domingue? J'ai vécu à Saint-Domingue, je pense que c'est ma 3e vie sur cette terre. Cette terre qui me tient par les tripes, cette terre qui me transporte ailleurs dans un temps où tout était beau. Et en faisant mes recherches, des fois, je dois m'arrêter et me dire qu'en avons-nous fait? Parce que ce livre, c'est aussi un appel à la conscience individuelle d'abord et la conscience collective pour que nous puissions arrêter ce massacre de la terre haïtienne. Très avancé. Tant d'animaux, de plantes endémiques à Haïti ont disparu. Des courtils nous a laissé des informations extraordinaires sur tout ce qui a existé sur Haïti. Qu'en avons-nous fait? Alors, dans Miel et Rapadou, dans la première nouvelle, L'amour n'existe que la nuit, il y a un passage où ils traversèrent le plateau allongé de la Haute-Ville, éminence se coupait en 69 emplacements et 110 maisons, tu vois la précision qu'il y a, passèrent près de jolies résidences à étages faites de charpentes ou de roches à ravets, maçonnées entre poteaux, on sent le travail de recherche, couvertes d'essentes ou de tuiles, s'accrochant à la somptuosité de petits jardins. Sur les galeries hautes, les créoles blanches et les femmes de couleur prenaient l'air frais matinal. Les hommes fumaient leurs cigares en prévision des contrariétés et réussites de la journée. Parce que là, tu es dans le système esclavagiste, en même temps tu es hors de ce système. Là, nous sommes dans une vie normale, où des femmes prennent l'air frais, où des hommes fument comme ça leurs cigares. Est-ce que pour toi, à Saint-Domingue, à côté du système esclavagiste, il y avait aussi une vie normale, entre guillemets? Pour ces gens, leur vie était normale. Certainement, des passages diront l'esclavage de manière crue. Pour écrire, quelle que soit la nouvelle, il faut beaucoup de recherche. Et placer la nouvelle est la partie la plus ardue, la plus intéressante aussi. Là, je vous emmène à Jérémie et il a fallu chercher qu'était Jérémie, comment était Jérémie à cette époque. Il y avait la Haute-Ville, il y avait la Basse-Ville. Il fallait aussi parler à un Jérémien et s'assurer que le trajet que j'allais faire avec le lecteur, que je pouvais me l'autoriser, que c'était correct, que la rivière de la Grand'Anse était traversée avec un bac. Qui maniait ce bac? Les grottes. Parce que la Grand'Anse est aussi accidentée. Je crois que c'est la plus accidentée de nos départements suite aux catastrophes naturelles. Et il fallait placer un personnage curieux. Enfin, là, c'est une femme. Aglaé est curieuse. Aglaé veut découvrir. Elle est aussi une naturaliste, je veux dire, avant la lettre, puisqu'elle parcourt Saint-Domingue à la recherche. Elle parcourt la Grand'Anse à la recherche d'une orchidée extraordinaire. Elle a un professeur qui est réel. Ce nom est vrai. Là où il a vécu est vrai. Donc, je peux dire que mes descriptions veulent à tout prix emmener le lecteur par la main dans ces espaces qui existent, qui n'existent pas, mais qui certainement le marqueront. Alors, et une amie m'a dit, Savannah, il aurait suffi que tu souffles et je m'y retrouverai. Dans la première nouvelle, Savannah, tu as un personnage qui est passé comme ça, très rapidement, mais qui est quand même resté dans ma tête et je me suis dit, j'allais t'appeler à proposer une parole sur ce monsieur, le tristement célèbre Jack Punch, de son vrai nom, Capitaine Perkins, utilisé dans des missions clandestines contre le Cap français par un amiral anglais. Qui est ce Jack Punch? Il a existé. Il a existé, il est devenu pirate. Alors, peut-être qu'il était un corsaire pour ceux qui l'envoyaient en mission, mais
au besoin, il se transformait en pirate. Et il a effectivement remonté le canal. À l'époque, sa corvette pouvait remonter la Grand'Anse. L'embouchure était praticable. Mhm. Tout ça n'existe plus. Et aussi l'entrée en scène, on en parlait tout à l'heure, de la vie charnelle, la turgescence des veines parcourant son pilon, le confortèrent dans la qualité de sa marchandise. Il coulissa la peau fine dans ce mouvement souple de va-et-vient, amenant la jouissance plus vite et aussi intensément qu'un coco de femme. Il ouvrit les jambes pour recevoir la seule grâce qu'on ne l'empêcherait jamais de se procurer. Son sexe atteignit la dimension extrême. Il devint un bloc de volupté autonome, se raidit et déchargea. Je me suis dit, mais Savannah, elle prend des risques. C'est une description simple, naturelle et vraie de la chose. Quand il y a élan physique et bas sexuel, ça se passe de cette façon-là. Oui. Et tu oses même dire coco de femme. Tu as écrit coco. Oui, Ouais. ce sont des textes haïtiens. Oui. Mon écriture est haïtienne. En bas de page, En bas de pour page, les lecteurs oui. étrangers Étrangers, qui ne savent ouais. pas, ils verront. Mais tout en faisant cette description, Mhm. remarque que j'ai quand même tenu à rester le plus près de la poésie que possible. Oui. Mhm. Même à travers cette violence Mais oui. Où il se masturbe. Oui. Mais quelle formule? Il est devenu un bloc de volupté autonome. Je suis resté dessus plusieurs minutes, un bloc de volupté autonome. Donc tu es dans la sensualité, mais tu n'es pas dans la pornographie. Non. C'est ce qui m'a plu dans ce roman. Oui. Alors, dans ce recueil de nouvelles. Mhm. D'après ceux qui m'ont lu, c'est la différence. Je suis extrémiste, c'est vrai, et j'ai tenu à garder cet aspect Mhm. beau, je peux dire, Mhm. de la sexualité. Et c'est ça l'érotisme, c'est ce dépassement de l'ordinaire, tout en disant ce qui est. Mais la façon de le dire fait la différence. Tout est dans la façon De de le dire. dire. Miel et Rapadou, nouvelle historico-érotique. Savannah Savary est définitivement dans le bonheur des livres. Et vous, le temps de votre première respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Zomanga, Baohuco, parti espagnol d'Hispaniola, 1782. Zomanga reposait nu comme au sortir du ventre de sa mère. Ses jambes glabres, largement écartées, son pilon flasque, gluant, mais encore boursouflé de veines transversales bavant sur le côté de son flanc. Il éructa bruyamment, s'assit sur la natte neuve offerte par l'un des habiles artisans de sa communauté. Il venait de prendre le seul plaisir qu'il s'autorisa, hormis, bien sûr, sa bouteille de trempé, d'assourci et de bois cochon, parcimonieusement dégustée au gré des circonstances. Il balaya la case d'un regard encore ennuagé. Il pratiquait la religion musulmane comme bon lui semblait. Il était le chef incontesté, ne s'attachait à aucune femme en particulier et celles qu'il choisissait n'avaient nulle raison de se plaindre de leur quota d'enfouchure. Les odeurs de respiration et d'intimité emmêlées envahirent ses méninges de mal en feu. Exceptionnellement, le lundi et le mercredi, il dormait avec elle. Le reste de la semaine, il s'isolait dans la case qui lui était réservée et seulement Ifom y avait accès pour lui apporter son frugal repas.
Zomanga, c'est donc tout un personnage. Mais c'est à toi de nous dire, de dire aux téléspectatrices et téléspectateurs, délivrez-vous, qui est donc ce Zomanga? Zomanga est un chef marron. Zomanga est instruit et il s'est arrangé avant de se faire marron pour laisser une note à son maître. Il ne s'est pas fait marron parce qu'on le traite mal. Il s'est fait marron parce que la liberté est un droit acquis, inné. Et Zomanga, je peux dire, est la nouvelle qui soit la plus riche du point de vue histoire. C'est l'histoire de ces valeureux libertaires qui se sont réfugiés dans les dokos du Baoruco. Doko, un mot qui existe, il y a plein de dokos. Ce sont les repères de Les marrons. repères marrons. Et c'était de vraies communautés organisées. Et Pierre de Vessières, Moreau de Saint-Méry, nous n'avons pas beaucoup d'écrivains tel Moreau de Saint-Méry. Je peux dire cet homme est extraordinaire. Pour moi, je me demande comment il a pu nous livrer ce domaine ainsi. Des détails fascinants. Et j'ai traité Zomanga en voulant montrer la vie de ces hommes qui décidaient de tourner le dos à l'esclavage et de faire la guerre aux Blancs, à ce système. Encore, j'ai utilisé l'amour pour montrer ces hommes, ces valeureux qui nous donnèrent l'indépendance. Ce sont les marrons qui nous ont donné l'indépendance. Les esclaves ont suivi. Est-ce que tu as pensé au personnage de Boukman? Parce que comme Zomanga est musulman, est-ce que tu as un peu pensé à Boukman? Boukman est dans cette nouvelle. Justement, Ifam a eu à reprocher à Zomanga de n'avoir pas travaillé ouvertement. Et je crois que c'est la fin de l'histoire où elle lui dit « Mais tu dois te manifester, tu dois parler, tu dois crier qu'il faut marcher pour la liberté. » Et le gouverneur de Bellecombe a tenté d'acheter l'esclavage. Le pouvoir a dû rentrer en pourparlers avec ces vaillants, ces guerriers, dans une tentative de les éliminer, d'éliminer le mouvement, mais ça n'a pas marché. Parce que le mouvement avait une organisation. Parce que, au fait, là, nous sommes à la page... quelle page nous sommes? Nous sommes à la page 126, toujours chez Zomanga. Depuis qu'il l'avait arraché au maître de l'habitation Galifette un soir de lune noire, marchant vers l'est, elle l'avait suivi dans ces montagnes aussi hautes qu'inhospitalières. Alors, sa bande, composée d'une centaine d'hommes, descendait le soir de leur retraite dans les bois, s'élançait dans la nuit sur les habitations, pillait et incendiait les bâtiments, emmenait ou tuait les animaux qu'ils ne pouvaient emporter et dévastait les récoltes. Zomanga ne tolérait pas la vue du sang innocent. Donc, le marron, au fait, c'est la liberté qu'il souhaite. Ce n'est pas un criminel vulgaire. Il ne peut pas supporter la vue du sang innocent. Il ne participait jamais à ces attaques. Il disait regretter les destructions, mais ne pas avoir le choix. Voici donc toute une psychanalyse du marronnage que tu nous proposes. Avec beaucoup de sensibilité. Parce que quand le marron détruit, quand le marron brûle, il est tenu de brûler et de détruire. Il n'a que ça comme moyen de lutte. Par contre, ces nègres préféraient emmener les femmes de couleur qui les rapprochaient de ces maîtres au nid, qui leur donnaient une supériorité sur cet état qu'ils abandonnaient. Ces femmes de couleur, une fois qu'elles étaient prises, elles s'adonnaient à des ébats
pas possible avec ces marrons. Bon, là, nous n'allons pas tout révéler aux oui. futurs lecteurs et lectrices. Nous allons laisser une partie à leur curiosité. Mais je peux dire que Zomanga a été l'une des nouvelles les plus difficiles à écrire. Parce qu'il fallait rentrer dans ce doko. Il fallait montrer ses bien-viens, cette communauté organisée d'artisans, de planteurs, parce qu'il fallait cultiver pour vivre. Et je crois que la scène, la cérémonie vaudou qui a été décrite, rapprochera le lecteur de notre culture et montrer cet aspect important du vaudou dans notre indépendance, pour notre indépendance, dans notre lutte pour arriver à cette liberté. Et certainement, les personnages sont mis dans toute leur glorieuse lumière. Ça ne veut pas dire que tous les personnages sont bons, mais ils sont certainement attachants. Ouais. Et ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités. Ils ont vécu dans ce Saint-Domingue et nous avons gardé leurs traits quelque part. Oui. Mais leurs traits et certaines fois leur atavisme. Je reprends un peu ta phrase. Les marrons préféraient les femmes de couleur, comme si la partie de sang blanc venue des maîtres leur conférait une supériorité. Maintenant, par rapport à la question de couleur en Haïti, est-ce que tu estimes que ce complexe, cette difficulté d'harmoniser les rapports de couleur en Haïti jusqu'à présent, entre mulâtres, noirs et blancs, est-ce que tu penses que c'est lié à cette chaîne historique? Certainement. Nous gardons cette mémoire dans nos cellules. Et nous devons en prendre conscience, nous devons l'évacuer, nous devons au lieu de, comme tu viens de le dire, de bouleverser cette société mulâtre, enfin, si je puis dire, nègre en haut, nègre en bas, Dessalines, Pétion. Nous devons au contraire voir ce fusionnement des races comme une richesse. Et non nous servir de ça pour créer des tensions, pour créer des divisions qui n'ont pas lieu d'exister. Est-ce que tu te considères comme une mulâtresse? Je savais que cette question allait venir. Alors, je dois dire que comme après avoir lu les 128 parties de Moreau de Saint-Méry, je fais très attention en utilisant les termes. Un mulâtre, c'était le produit d'un blanc et d'une noire et d'une négresse. Ou ce qui était très rare, d'une blanche et d'un nègre. Oui, on a une nouvelle, ma préférée d'ailleurs, où il y a une telle situation. On va en arriver. Et un carteron, c'était le fruit d'une mulâtresse et d'un blanc. Je suis née à Port-au-Prince. Mon père est haïtien. Ma mère est libanaise. Longtemps, à l'école, petite fille, j'ai porté ce fardeau de cette scission, si on veut, dans notre société. Jusqu'à aujourd'hui, au lieu d'accepter notre métissage comme un signe de richesse, au contraire, il doit servir à faire grimper les tensions sociales. J'ai trouvé ma paix, justement. J'ai trouvé une certaine paix en écrivant. D'abord en lisant, parce que petite fille, je n'avais pas d'amis. Mon monde, c'était l'écriture et la lecture. Donc ce livre est pour toi un exutoire? Oui, mes livres sont des exutoires. Et encore, je les écris et je peux dire que je ne suis qu'un canal. Aujourd'hui, je dis, je suis haïtienne. Nous sommes haïtiennes. Nous sommes ce produit unique, extraordinaire de toutes ces civilisations fondues dans Saint-Domingue. Et c'est une richesse dont nous devons tirer profit à la face du monde. Nous sommes uniques. Et justement, ce livre veut mettre en lumière toutes nos antécédences. Ouais. Et la place de Dieu maintenant dans ce recueil de nouvelles. Dieu à Saint-Domingue, quel statut il avait, quel visage il avait, Dieu. Mon Père, votre Dieu de miséricorde, serait-il esclavagiste? Combien d'âmes noires avez-vous arrachées au mensonge du Dieu blanc?
À genoux devant les statues de vos saints catholiques, les esclaves adressent leurs lois dans une sorte de superposition des énergies. Nous pourrions qualifier ce phénomène de, cherchons un terme, syncrétisme religieux. Voilà. Donc, à Saint-Domingue, il y avait un dieu blanc. Quand ce dieu blanc veut installer le système esclavagiste comme étant la norme, les esclaves ont créé leur dieu, Oui. donc les lois, Oui. Non. pour d'autres énergies. Est-ce que tu crois aux lois déjà? Ma culture est le vaudou. Donc Papa Dambala, pour toi, est une entité Certainement. qui existe vraiment. Oui, c'est une énergie. Erzuli Danto, Erzuli Freda. Certainement. Tout se résume en un seul. Les noms ont changé. Les noms changent Mhm, dans les différents pays. mhm. Mais Les énergies sont les l'énergie mêmes. femelle, la Vierge Marie, pour moi, c'est l'amour. Dantor, Freda, c'est l'amour. Diane, c'est l'amour. D'où, je peux dire, l'universalisme. Du des fait religieux, croyances. des croyances. Et ce livre Mhm, l'étale, je pense, de manière assez prudente, mhm. mais je parle du grand maître. Ouais. Parce que là, nous sommes dans une intelligence de l'esclave qui, devant les saints catholiques, il ne va pas appeler le saint catholique réellement, il appelle Erzuli Voilà. ou Papa Dambala Oui. avec les saints catholiques. Oui. Et là, j'ai choisi justement de donner, par les nouvelles érotiques, cette approche très légère, mais assez pour que on puisse se dire, mais attends, Haïti aujourd'hui, est-ce que vraiment nous avons besoin de nous battre pour imposer une religion, une croyance? Haïti est un creuset et le vaudou est tellement tolérant. Les esclaves l'ont compris. Parce que le vaudou est une religion polythéiste. C'est un culte. Ouais. Et lorsque Ifam parle à mon père est un prêtre jésuite. Mhm. Mon père s'est mêlé de politique Oui. dans ce livre. Mhm. Donc, toutes les caractéristiques de notre société aujourd'hui viennent de ce creuset Saint-Domingue. Rien n'a changé. Nous ne sommes pas loin de cette réalité aujourd'hui. Nous sommes toujours là-dedans, Savannah Savary. Miel et Rapadou, nous sommes dans le creuset de Saint-Domingue. Nous sommes sur la plume lumineuse de Savannah Savary. Le temps de votre deuxième respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Il fut saisi de vertige lorsque maîtresse, théâtrale, marcha vers lui et tira le rideau. Elle leva sa coupe et la vida d'un trait. Ses doigts tirèrent sans effort sur les lacets de la culotte maculée. Le membre jaillit, noir, dur, brillant, insolent. Gibade, avance. C'est un perchoir. Non, une péninsule. Quelle merveille! Je me laisserai défoncer avec goût. Un vrai bâton de canne à sucre. Il est mauve foncé. Je passe en deuxième. Léchons-le ensemble. Il fut encensé, touché, palpé, soupesé, évalué. Vulgaire outil livré à la convoitise collective. L'impétrante
vêtue d'une gaule noire, lui ordonna de se mettre sur le dos, cuisse écartée. Elles flattèrent lentement ses bourses. Sa hampe dressée tel un mât de misaine aspirait à l'éclatement. Des mains douées enduisirent son pilon d'huile, roulèrent, soupesèrent ses couilles, et Charlotte l'enjamba sous les encouragements. Elle s'accroupit pour l'enfourner, il n'osa bouger. Une cavalcade se déplaçait dans sa tête. La blanche, menue, arrêta la conquête de sa machette à moitié. Pour se consoler, elle entreprit de le pomper avec précaution. Sous les encouragements de ses compagnes, les flatteries de leurs mains généreuses en caresses, les coulissements de l'élu s'accélérèrent. Maîtresse les aspergea d'huile tiède, aromatisée, que les autres s'empressèrent d'étaler jusque dans la fleur complètement ouverte de Charlotte. Dans un délire collectif, la dépravée hurla son plaisir avant de s'effondrer sur lui. Elle resta prostrée un long moment dans sa léthargie, puis maîtresse fit glisser son dard hors de l'antre mouillé et aida la reine café à s'étendre sur le divan. Des mains vertueuses s'approprièrent sa verge pour le pomper, raffermir l'érection têtue. Il dut servir 4 mangeuses de sexe et pria pour qu'un trou noir l'engloutisse. Gibad n'attendit pas le prochain ordre de maîtresse. Il fuit dans la nuit et chercha refuge dans les racines tordues d'un gros mapeau. Il avait pris la résolution de se faire marron à la prochaine lune neuve. 4 mangeuses de sexe. On compare son pilon à un bâton de canne à sucre. Il est tenu d'offrir le service et, à mon avis, monsieur a pu assurer le combat. Alors, il a décidé de se faire marron. Il était utilisé par sa maîtresse comme objet sexuel, comme carrément. étalon Ouais. et comme objet Ouais. sexuel. Là, ces femmes sont venues célébrer la fête du café. Et seules, en grand femme, leur mari était absent. Ouais. Et là, comme cadeau, je vais appeler un membre pour toi. Gibad est l'exception. Ouais. L'exception qui... Bon, c'est écrit. Il fallait l'élément masculin pour équilibrer les choses. Et on n'a pas fait appel à un blanc, à un petit blanc qui était là, qui ne travaillait pas. Ils ont appelé un nègre. Pourquoi un nègre? Bon, Gibad, nous n'avons pas lu cette description, mais Gibad était bien monté. C'est une belle créature, comme c'est dit dans le livre. Ouais. Et justement, son sexe le poursuivait. Il était là comme élément reproducteur. Il fallait faire des nègres créoles solides pour la maîtresse. Ouais. C'était un engrosseur. Mais lui, au bout d'un moment, il s'est refusé à ce travail qui, à mon avis, peut avoir ses heures de jouissance et de bonheur. Il s'est refusé à cette responsabilité. Il a décidé d'être un marron. Le moment était propice parce que là, nous sommes, je crois, en 17, cette nouvelle, c'est Gibad. La révolution a déjà éclaté, les champs de canne sont en feu, nous sommes dans le département de l'Ouest. Et là, il se fait marron et il s'en va vers Kerenskov, c'était le nom de Kinskov. Et la liberté a un goût difficile, la liberté est ardue, parce que là, il s'en va dans la nature seul et il tombe sur Alaou, sur la bande d'Alaou, Alaou qui a existé et qui avait un coq sous le bras qui était son conseiller. Alors, c'est là qu'on comprend l'ampleur, l'originalité de ton travail. Un esclave, un marron, qui était utilisé comme objet sexuel, qui aurait pu se complaire dans ce confort-là, a décidé quand même de fuir. Donc la liberté a meilleur goût que l'activité sexuelle non voulue. Oui, c'était un esclave de luxe, je peux dire. Il n'a jamais travaillé la terre et il avait une mission particulière, engrosser les femmes. On le louait même aux autres habitations pour ses prouesses sexuelles. Donc on le louait, ah ouais? Oui, c'est aussi la nouvelle. Et là, il arrive à la chaîne des matheux, il décide de ne pas rester chez un homme de couleur.
et avec une femme qu'il a fréquentée dans le temps lorsque maîtresse l'avait loué. Et il repart. Donc, ces choses-là ne sont pas enseignées dans nos livres d'histoire. Il n'y avait pas que des esclaves de champ ou des esclaves domestiques ou des esclaves à talent. Il y avait aussi des esclaves de luxe qui servaient pour l'activité horizontale. Le bonheur de leur maîtresse. Ouais. Certainement. C'est cette Saint-Domingue qui doit être révélée, cette partie humaine de Saint-Domingue, où le maître était amoureux d'une femme de couleur ou d'une négresse et il en faisait sa ménagère. Ou encore, comme dans Chaîne et Passion, la maîtresse délaissée ou peu honorée par son époux va chercher ailleurs. Et quoi de plus facile que de s'approprier son esclave et d'en faire son objet sexuel? Mais là, peut-on parler de racisme? Est-ce qu'il y avait du racisme chez ces femmes blanches qui voulaient justement coucher avec des nègres? Étaient-elles des racistes? Ou est-ce que le besoin de sexe prime sur les préjugés de couleur? Voilà. Elle dépassait les prescrits de cette société esclavagiste. Donc, quand le corps nous prend à la gorge, nous débordons toutes nos idées reçues et toutes nos idéologies, nous nous lâchons. Il y a un texte qui le dit bien. Si tu veux, je te le dis. Absolument, absolument. C'est la page 231 Mais j'aime de beaucoup Chaîne et Passion. Mais j'aime beaucoup ta connaissance de la pagination de ce livre. Tu sais où ça se passe. On sent qu'il y a un rapport intime. Ce sont mes lecteurs qui m'indiquent entre les ce livre et pages. toi. Ce sont les lecteurs Ouais. qui m'ont indiqué les pages. Savannah, à la page 231, tu as écrit. Chaînes et passions. Les blanches nées dans les colonies, les créoles, ne s'embarrassaient pas des encombrements à leur bien-être. Celles venues rejoindre un mari planteur s'adaptaient assez bien à cette vie étrange jusqu'à devenir parfois plus perfides que les courtisanes de couleur. S'inquiétant seulement de la réalisation de leurs amours et la satisfaction sans mesure de leur sensualité. Plus rien ne l'attendait en France, aucun parent, aucun ami, aucune fortune, aucun amant. Ici, elle était la maîtresse. Maîtresse porterait sa croix avec fougue et ferveur. Elle jonglerait souplement avec sa vie. Exister ne suffisait plus à son ambition de bien-être. Vivre, l'éclatement plutôt. Mieux encore, exploser dans ce paysage éblouissant. Choisir ses passages bon gré mal gré, touches noires ou blanches, clavier noir et blanc, l'infinie diversité entre les deux. Elle choisirait, selon ses envies, les disponibilités du moment, contre les prescrits immondes de Julien. Pour une fois, depuis sa venue, elle retrouvait le goût d'être femme. Enfin, elle choisirait pour le bénéfice unique de Lali. Ah, la femelle en moi, le corps de l'autre, corps plaisir, corps douleur, corps désir, corps démence, ce corps qui me torture, corps supplice, corps de présence, corps d'absence, corps d'envie, corps d'attente. Je ne m'en sortirai jamais. Comment aboutir? Je ne pense qu'à cela. Je zigzague au tranchant de mes fantasmes. Au fond, je sais que je n'en réchapperai pas. On dirait que je deviens folle. Je suis folle, folle d'un beau corps d'homme. J'ai tant à donner, je veux tant recevoir. Ferveur et faveur, les attentions d'un homme, c'est ce qu'il me faut. Plénitude au fond de moi, volupté, extase. Je suis tout près de cette délivrance. Il me faut continuer. Sans mortification. Oui, jusqu'au bout. Le rachat ou la perdition, le salut ou la damnation. Je m'en fous. Absolument. Je m'éclate aux quatre vents. Je m'éclate aux 80. Moi, j'ai adoré vraiment ce passage. Et là, nous sommes toujours dans le creuset de Saint-Domingue avec beaucoup de renseignements. Ces femmes blanches qui arrivaient dans la colonie, autant qu'il y avait le système esclavagiste, qu'il fallait produire du sucre, de l'indigo, du coton, ces femmes-là avaient une vie sexuelle, une intériorité sexuelle, avaient besoin de sexe. Leur mari n'étant pas toujours là, les esclaves servaient donc à cela. Et il y a aussi une revendication libertaire là-dedans. Elle dit, ça va aux 4 vents, je vis ma vie comme je l'entends.
C'est quand même une femme qui a ce propos au XVIIIe siècle. Certainement. Ouais. Et pour se faire pardonner, beaucoup de ces écrivains de l'époque disaient, pour faire pardonner ces créoles, disaient que les étés torrides de Saint-Domingue, la chaleur, étaient responsables de ces éclatements sensuels. Le climat était responsable. Mais je crois que tu as sûrement vu là où la vieille perpétue se dit, mais encore une autre plantation qui passera aux mains d'un mulâtre, lorsque Eulalie a été enceinte de son esclave. Oui. On a parlé des maîtres qui engrossaient leurs esclaves, mais on n'a pas parlé de ce côté caché, les blanches qui aimaient des nègres. Oui, voilà. Donc c'était pas, le mouvement n'allait pas que dans un sens. Ce n'est pas que des blancs qui partaient violer ou des rapports sexuels consentis avec des négresses. Il y avait aussi des femmes blanches qui aimaient des hommes nègres. Dans un manga. Et tout comme dans Chaîne et Passion. Chaîne et Passion, Agan, surpris, suspendit son geste. Eulalie ondula des hanches. Muette invitation à enjamber ce soir les barrières sociales, soi-disant infranchissables, érigées à Saint-Domingue. Elle entrouvit les cuisses et les doigts emmêlés aux siens, suivit avec lui les doux replis de son intimité, caresse insidieuse sur ses nymphes, mille épines partant de son sexe pour réveiller son corps longtemps endormi, son temple étalé sans pudeur, livré aux attouchements adroits de ce Dieu noir, ce diable noir, le maître de sa délivrance. C'est quand même une femme blanche qui est dans une telle extase à Saint-Domingue, société esclavagiste, avec un nègre. Alors on doit dire que Agan était masseur. Et Agan massait son mari, qui est infirme, avec ses essences de jasmin. Et Agan faisait du bon rhum. Et donc, voici le lien direct aussi qu'il y a dans la chose. Saint-Domingue, je dis Saint-Domingue de tous les impossibles et de tous les possibles. C'est l'éclatement. Et là, j'ai tenu à aller jusqu'au bout. Ce serait une première pour la littérature haïtienne. Des nouvelles historico-érotiques. J'ai tenu à laisser libre cours à mon écriture. Et dans un style particulier. Mais ça, il faut le dire haut et fort, c'est une grande première dans la littérature haïtienne. Miel et Rapadou, c'est une nouveauté pas possible. Comment dire, à Saint-Domingue, il y avait aussi de l'érotisme. Ce n'était pas qu'une société nivelée avec des rapports de domination, de servitude. Il y avait aussi des histoires d'amour. Mais dans ton écriture, Savannah, est-ce qu'il y a eu, au moment où tu écrivais ce livre, des moments où tu jouissais en tant que femme écrivain, parlant d'érotisme? Je te donne un passage, j'ai même plié cette page tellement j'ai adoré. L'esclave se mit au pied de la couche qui avait accueilli moult femmes aux déclinaisons café de la colonie. Donc, monsieur a l'habitude de recevoir des femmes. C'est un esclave. Dans un insolent frôlement, ses mains remontèrent le long des jambes de sa maîtresse, empoignèrent les fesses offertes et les posèrent sur le bord du lit. Agan ourla le monticule du plaisir avec la dextérité de ceux qui savent, puis titilla le bouton de sa langue experte. Lorsqu'il se mit à l'aspirer dans une exquise torture, le cri de Lali vint couvrir le crépitement du feu et déchira le silence alentour. Est-ce que tu as joui en écrivant ce passage-là, par exemple? Je dois dire que... Une jouissance esthétique, une jouissance intellectuelle, romanesque. Je finis d'écrire un texte pareil, je me lève et je vais me promener en chantant dans ma chambre. J'ai réussi à... Il y a une extase. À faire sortir la magie de ce tact. Ouais. Que souvent on décrit de manière tellement pauvre. Oui. C'est la divinité en nous.
c'est ce plus qu'il faut chercher à cultiver ceux qui ne l'ont pas. C'est tellement beau. Oui. Non, l'amour, c'était beau. Je te vois lire. Non, non, moi je te le dis, j'ai pris mon pied. D'autant que je pense que c'est bien d'aller bien. Je pense qu'un rapport sexuel, c'est une possibilité de rencontre émotionnelle, pas possible. Et la façon dont tu en parles avec une telle élégance, une telle finesse, ça rend à l'acte toute sa valeur. Miel et Rapadou, c'est quand la vente signature? La vente signature de Miel et Rapadou, c'est samedi 15 juillet. Samedi 15 juillet, téléspectatrices, téléspectateurs, c'est où déjà? À la salle Cattleya du Caribé Convention Center. Voilà. Caribé, salle Cattleya, Miel et Rapadou, mesdames et messieurs. À partir de 6 h du soir. 6 h du soir, voilà. 6 h pour 10 h. Voilà, 6 h jusqu'à 10 h du soir. Vous l'aurez compris, l'amour n'existe que la nuit. Miel et Rapadou, ça va se passer la nuit à Caribé. La date encore, s'il te plaît? Samedi 15 juillet. Samedi 15 juillet. J'étais enchanté, madame, de vous recevoir. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, dites de temps en temps, gardons bonheur avec cette forte dame des lettres haïtiennes. C'est le premier obus, Savannah Savary. Madame a écrit un livre qui a pu épouser la géométrie de son talent et de son physique. C'est une femme magnifique. Il faut appeler les choses par leur nom autant qu'on y est. Je vous recommande donc ce livre et Miel et Rapadou, nouvelle historico-érotique. Votre intelligence, c'est un feu qu'il faut toujours charbonner. Merci à toute l'équipe qui me permet de présenter cette émission. Merci à Guito, merci à Emmanuel, merci à Fekir, Émilie pour le maquillage, Alphonse pour la réalisation. C'est une grande équipe, la grande dame Caraïbe qui vous propose Délivrez-vous. Aujourd'hui, Savannah Savary était dans le Gadon Bonheur. Dites de temps en temps Gadon Bonheur. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.